RCF. RCF Lyon, des souris et des hommes. Et avec nous en direct aujourd'hui, c'est Jean Pouly. Bonjour Jean. Et bonjour Lucie. Les fintech, on en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers une ubérisation de la banque et de la finance ? Ça fait deux barbarismes en une seule phrase. Vous allez nous expliquer ça, Jean, aujourd'hui. Ah oui, le virus du numérique n'épargne décidément aucun domaine. Même les secteurs les plus conservateurs en apparence, comme la banque et la finance, que l'on croyait plutôt protégés par un système bien établi et très réglementé, se retrouvent sous la menace de prédateurs numériques. Alors les analystes les plus avertis pensent même que ce secteur est déjà en train de se faire ubérisé, en référence à la société américaine Uber qui a bouleversé le secteur des taxis. Alors si la crise financière de 2008 n'a pas vraiment changé le système financier international, il a en revanche précarisé de nombreux traders et autres experts de la finance qui se sont recyclés sur un nouveau créneau très porteur, les fintech, pour finance et technologie. Alors, depuis la crise des subprimes, ce sont plus de 3 milliards de dollars qui ont été investis dans ces startups en très forte croissance et qui sont en passe de révolutionner une institution vieille comme le monde, la banque. Pourquoi le secteur bancaire est-il si propice à se faire ubériser ? Alors, je voulais juste rappeler, par exemple, une actualité du jour du secteur bancaire pour illustrer où on en est. L'actualité du secteur, c'est bientôt la facturation de la tenue de compte pour les particuliers, au 1er janvier 2016. Une illustration parfaite du fossé qui se creuse entre les besoins des clients et les pratiques du secteur bancaire traditionnel. Le niveau d'insatisfaction des clients, conjugué à leur défiance envers le secteur financier et bancaire, constitue un terreau fertile d'une révolution en cours. Rappelons pour mémoire la recette de base de l'ubérisation d'un secteur économique. Des services médiocres, rendus par des entreprises en situation de monopole et très protégés par les politiciens. Un secteur auquel le numérique apporte d'un coup une efficacité nouvelle, des services inédits et un prix défiant toute concurrence. Eh bien, disons-le tout net, les banques se retrouvent peu ou prou dans cette situation peu enviable. Et alors, que sont ces fintech et quels services proposent-elles ? Alors, ce néologisme désigne en fait les startups qui réinventent les différents métiers du secteur bancaire et financier en intégrant pleinement les atouts du numérique. Par exemple, la gestion de l'épargne avec FundShop, la tenue des comptes courants avec Bankin, Lino ou MoneyDoc, le prêt pour les particuliers avec Lending Club et Prêt d'Union, l'échange de devises avec Willoo, mais aussi le financement et la gestion de trésorerie pour les entreprises avec WeSeed, Lendopolis ou FinexCap. Et bien sûr, le très lucratif transfert d'argent international avec AfriMarket. En fait, un vrai fourmillement d'initiatives qui renouvellent de nombreux services bancaires. Alors attention, il faut bien distinguer les services de ces fintech, des grandes plateformes de paiement en ligne qu'on connaît comme PayPal par exemple, Apple ou Android Pay, qui ont déjà bien grignoté les parts de marché du métier de paiement de la banque. Les fintech, quant à elles, se concentrent plutôt sur un volet plus subtil des métiers bancaires qui est celui de la relation avec le client. En quoi justement ces fintech apportent-elles de meilleurs services, si elles en apportent, et en quoi elles sont vraiment disruptives ? Alors, la plupart des disruptions numériques, justement, de ces ruptures, sont basées sur les technologies de pair à pair, qui permettent de mettre directement en relation l'offre et la demande en faisant sauter de multiples intermédiaires, comme pour les taxis, les chambres d'hôtes ou le covoiturage. Eh bien, c'est un peu similaire pour la banque, qui est, par définition, un intermédiaire. Alors, vous cherchez de l'argent, il suffit de trouver ceux qui veulent en prêter. Et une plateforme fait ce qu'on appelle le tiers de confiance entre des milliers de personnes et prend une faible commission au passage. C'est ce qu'on appelle les plateformes de peer-to-peer lending et ça marche très fort. Alors, les fonds sont disponibles très vite. Tenez-vous bien, moins d'une semaine pour qu'une PME trouve 50 000 euros sur une plateforme comme Lendopolis. Ça peut prendre des semaines ou des mois avec une banque traditionnelle. Et des intérêts entre 5 et 8% pour le prêteur, alors qu'un livret A propose à peine plus de 1%. Que demander de mieux ? Ces technologies permettent aussi ce qu'on appelle le crowdfunding, on en avait parlé, ce financement de projets par une multitude de petits donateurs qui rencontrent un succès croissant dans une économie en pleine transformation qui doit répondre très vite à de multiples besoins de financement. Les banques traditionnelles sont des machines très bureaucratiques, bien trop lourdes pour s'adapter à la demande actuelle. Et comment le secteur bancaire réagit-il face à ce bouleversement en cours ? Eh ben, de façon très classique finalement dans les situations d'ubérisation. D'abord
d'abord le déni, parfois le mépris, puis l'affolement, et enfin l'action. Alors selon les pays et les réglementations, la riposte est de nature très différente. Dans un pays comme la France, on a d'abord le réflexe de se protéger derrière la réglementation et les hommes politiques. Le secteur bancaire est donc hyper réglementé, et les fintech doivent donc ajouter de l'innovation par petites touches, restant un petit peu coincés dans les règles d'un autre âge. Les banques étant très puissamment installées, et encore dans des situations monopolistiques, elles rachètent massivement les meilleures fintech en espérant faire de bonnes pioches et surtout rester au cœur du système, car l'avenir est incertain. Justement, vers quoi on va dans les années à venir ? Alors le point clé va sans doute résider dans la capacité des acteurs, alors anciens ou nouveaux, à générer de la confiance, car l'argent est d'abord une histoire de confiance. Ne dit-on pas d'ailleurs de la monnaie fiduciaire, du beau mot latin fides, la foi. Le mot confiance vient de la même racine et c'est le maître mot, car numérique ou pas, le métier principal de la banque a toujours été lié à l'organisation, à l'entretien de la confiance. Et il va falloir maintenir et entretenir cette confiance, la confiance des utilisateurs, car désormais, les fameux GAFA, dont je parle presque à chaque chronique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, lorgnent aussi sur le gâteau du secteur bancaire et financier. Sur quoi ils ne lorgnent pas finalement ? Plus grand-chose. Plus grand-chose, Lucie. Rien ne les arrête. Ce qui les intéresse le plus, alors n'est pas forcément faire le commerce de la monnaie, qui est aussi une fonction bancaire, mais plutôt de comprendre les comportements des consommateurs, bref, d'analyser, puis de vendre leurs données. Grâce à leur gigantesque plateforme, ils connaissent déjà bien mieux nos habitudes de consommation que les banques elles-mêmes, et la vraie mine d'or se trouve là. Alors les fintech ont donc sans doute un coup à jouer entre le vieux secteur de la banque qui doit se renouveler et des plateformes mondiales qui ne suscitent pas vraiment une très grande confiance auprès des internautes. Affaire à suivre là aussi. Merci beaucoup Jean Pouly. On vous réécoute sur internet rcf.fr. À très bientôt.